L'actualité en français sur la chaîne des valeurs, c'est maintenant. Restez avec nous pour les titres. Le président Trump a acté un décret présidentiel pour une pause de 90 jours de l'aide américaine au développement pour évaluer son impact par rapport aux intérêts américains. Au-delà des pertes financières directes, des perturbations pourraient surgir en ce qui concerne la croissance économique au Sénégal. C'est du moins de l'avis de l'économiste Abdou Diouf. Régularisation du secteur des taxis motos, le syndicat national des conducteurs de Jakarta veut la prolongation du délai fixé au 13 mars et une audience avec le Premier ministre entamée depuis quelques jours. Des perturbations pourraient surgir, selon le syndicat. Le secteur de la ferraille dans la tourmente avec les tracasseries et autres risques. Les acteurs exposent leur santé pour un business qui ne marche plus. À Rebeuss, l'un des plus grands marchés de ferraille au Sénégal, entre insalubrité et taxes élevées, le gouvernement est interpellé. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Accès à l'eau potable, un projet d'approvisionnement pour impacter 2 millions de ménages au Sénégal entre Touba, Dakar et Thiès. C'est un projet qui vise à améliorer considérablement l'accès à l'eau potable des localités situées sur le tracé des autoroutes de l'eau au Sénégal. Les travaux de la deuxième phase de ce projet ont été lancés officiellement par le Premier ministre Afass Touré, une localité située dans le département de Kébémer. Ousmane Sonko. Cette initiative portera entre autres sur le grand transfert du lac de Guiers vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès, incluant une branche vers la ville de Touba, dont le réseau sera intégralement renouvelé et modernisé. Je voudrais dire que le programme que nous lançons aujourd'hui n'est qu'un palliatif en attendant la réalisation de ce grand projet qui permettra de régler définitivement les préoccupations en matière hydraulique des populations de la zone, y compris la question de la salinité qui a été soulevée tantôt. Il y a également le transfert du lac de Guiers vers le Ferlo, les transferts interbassins avec 3 branches allant du fleuve Gambie, le barrage de Sambagalou, de la Kouluntou et de Bakel vers le bassin arachidier jusqu'à Thiès. Les transferts d'eau souterraine de l'axe Malem-Odar-Sadio, entre autres. D'ailleurs, au regard des ambitions déclinées à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, la garantie de l'accès sécurisé à l'eau, qui constitue un droit humain fondamental consacré par les Nations Unies, revêt une dimension primordiale. Dès lors, la seule approche qui s'impose est de s'inscrire dans la construction de solutions structurelles et équitables à travers le nouveau référentiel 2050. Nous ne nous développerons pas en comptant sur l'appui des autres. Des propos tenus par Ousmane Sonko en réplique à la décision prise par le président de la République des États-Unis, Donald Trump, portant la suspension de l'aide publique au développement annoncée par le président à la suite de sa prise de fonction. Une décision qui impacte sur le programme d'électrification mis en œuvre par le Sénégal avec un financement de 318 milliards de francs CFA du gouvernement américain. L'initiative Sénégal Power Compact, dont la durée d'exécution est de 5 ans, est financée par le Millennium Challenge Corporation, un programme du gouvernement américain. Ce projet d'électrification mis en œuvre au Sénégal depuis 2024 bénéficie d'un don de 550 millions de dollars US et d'une contribution de 50 millions de dollars américains par l'État du Sénégal. Il est destiné à accroître la production d'énergie électrique du pays et augmenter le nombre de Sénégalais ayant accès à l'électricité.
Il faut dire que cette décision prise par le président Donald Trump de suspendre l'aide américaine au développement suscite déjà beaucoup d'inquiétudes au Sénégal. Selon l'économiste Abdou Diouf, interrogé par la rédaction, cette suspension pourrait avoir des impacts significatifs sur la croissance et les secteurs clés du développement au Sénégal. Au-delà des pertes financières directes, elle pourrait engendrer des perturbations, a-t-il déclaré. Reportage de Menata Traoré-Fall. Le 20 janvier 2025, le président Donald Trump a signé un décret suspendant pour une période de 90 jours l'aide au développement étrangère des États-Unis. Une suspension qui peut entraîner des impacts économiques. L'aide américaine est souvent dirigée vers des projets de développement dans les secteurs comme la santé, l'éducation, l'infrastructure et la gouvernance. En cas de suspension, certains de ces projets pourraient rencontrer des difficultés de financement. Par exemple, le secteur de la santé, éducation, projet des infrastructures. Une perturbation des relations commerciales et économiques. Les États-Unis sont un partenaire commercial important pour le Sénégal. Une réduction de l'aide pourrait entraîner une diminution des investissements directs américains dans ces secteurs, limitant les opportunités d'emploi et de la croissance économique étrangère. Cela pas seulement des conséquences économiques, mais aussi sur les projets de gouvernement. Les impacts sur les projets de gouvernance et de démocratie. L'aide américaine est souvent utilisée pour financer les investissements visant à renforcer la gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption et le développement démocratique. Une suspension pourrait freiner les efforts visant à améliorer la qualité des institutions politiques et administratives. Une réduction des aides humanitaires et de secours. Une répercussion sur la stabilité économique. En fait, on peut dire que la suspension de l'aide américaine pouvait affecter de manière significative. Bien que le décret n'énumère pas spécifiquement les pays au programme concernés, cette suspension pourrait potentiellement affecter les initiatives de l'USAID au Sénégal. En 2023, l'aide étrangère américaine s'élevait à 68 milliards de dollars répartis dans 200 pays, incluant des programmes de développement économique, d'assistance humanitaire et de santé. Et sur un tout autre registre, les organisations de la société civile ont pris des initiatives pour apporter leur contribution à l'élaboration et à la mise en débat des orientations du nouvel agenda Sénégal 2050. Après la mise en œuvre de cet agenda, aujourd'hui, il est question de l'adapter aux objectifs de développement durable. C'est un point essentiel pour les organisations de la société civile discuté en marge de plusieurs panels qui se sont tenus lors de la célébration de la journée internationale dédiée au think tank au Sénégal. Le directeur exécutif de l'IPAR que nous écoutons au micro de Pape Alassane Diop. Donc c'est clair qu'en termes d'endettement, en termes de partenariat, on est obligé de s'ouvrir parce qu'on est toujours complémentaires. Aujourd'hui, c'est important que dans le domaine de la recherche, que des universitaires sénégalais puissent aller aux États-Unis, ailleurs dans le monde, au Japon, en Chine, pour échanger en termes d'expérience. Parce que la science n'a pas de frontières. Et cela doit être facilité. Maintenant, en revanche, il faut refuser tout ce qui est tendre la main. On ne peut pas se développer en continuant à tendre la main. Et je pense que cela doit nous faire réfléchir sur quelles ressources on devrait pouvoir compter. Parce qu'on a vu l'étude récente qui a été faite justement par la Fondation Hewlett a montré que pratiquement sur 350 institutions locales, 50% de ces institutions vont, avec l'aide du financement des États-Unis, vont s'arrêter. Donc ça montre que ça va impacter négativement sur beaucoup. Mais cela, à mon avis, pourrait être une nouvelle opportunité pour réfléchir. De quoi a-t-on besoin? Comment accompagner les politiques publiques de développement? Je pense que quand j'entends les autorités politiques du pays en parler, je suis rassuré plus ou moins en termes de il faut compter sur nous-mêmes. Mais compter sur nous-mêmes ne veut pas dire ne pas s'ouvrir vers l'extérieur. Et je reste convaincu qu'en réfléchissant sur ce dont nous avons besoin, il est possible de définir des politiques publiques qui soient basées sur le financement endogène, mais en étant en partenariat avec les autres, parce que les autres ont besoin de nous, comme nous, on a besoin des autres. Et je le rappelle souvent, c'est la question de la migration aujourd'hui. Vous avez vu combien de personnes ils sont en train de ramener au Sénégal. Direction Ziguinchor, où l'autorisation d'exploration concernait presque tout le littoral casamançais. Finalement, les recherches ont abouti sur la découverte d'un gisement important de zircon, mais son exploitation s'était heurtée à l'opposition farouche des populations à cause des menaces sur l'écosystème local. Eh bien, les députés de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale ont effectué une visite
sur les sites d'exploitation du zircon à Ziguinchor pour s'enquérir de l'état de la situation et les perspectives durables pour ces populations. Suivons les explications de Bakary Diédhiou. Nous sommes heureux de constater qu'il y a eu des audiences publiques qui ont été menées où les populations se sont prononcées en majorité pour l'exploitation de ce zircon. Nous, au-delà de ce que les populations bénéficient dans l'immédiat, c'est de voir également s'il y a un programme de développement durable. Parce que vous savez, dans l'exploitation de nos ressources, le gouvernement met en place ce que l'on appelle un fonds intergénérationnel. Ce n'est pas seulement les populations, la génération présente qui doit seulement en bénéficier. Mais on doit se soucier également de ce que la génération future doit bénéficier. C'est ce que nous vérifions également pour voir est-ce qu'il y a des plans de développement durable. Nous sommes heureux de constater que ici, les populations qui travaillent dans ce site, c'est essentiellement des populations riveraines. Ça, c'est à saluer parce que des fois, certaines entreprises se déplacent même avec les ouvriers. Et ici, c'est peut-être que certains postes techniques qui sont des postes que des gens qui sont venus de l'ailleurs parce que l'expertise locale ne se trouve pas. Il faut éviter ce qui est arrivé ailleurs, qu'à la fin du projet, que les gens retournent à zéro, au néant. Pour renforcer la sécurité routière au Sénégal, le gouvernement avait pris l'initiative de régulariser les conducteurs de moto Jakarta. Les conducteurs ont jusqu'au 13 mars pour se conformer à la mesure. Seulement, la procédure connaît des retards considérables, raison pour laquelle le syndicat national des conducteurs de moto Jakarta du Sénégal veut une prolongation de ce délai. Son secrétaire général sollicite une audience avec le Premier ministre pour dissiper leurs craintes. Ansoumana Badji est au micro de Cheikh Omar Tall. Par aucune consultation préalable n'a été effectuée en amont à ces mesures et processus d'immatriculation en cours de souffre de beaucoup de manquements qu'il urge à corriger notamment. Pour les manquements, le défi de ressources humaines dans les services régionaux des mines, la non-effectivité de la décentralisation des équipes chargées de l'enrôlement dans les départements, la présence physique de l'importateur de la moto exigée dans certaines régions pour la légalisation de l'acte de vente. Pour une poursuite du processus dans les meilleures conditions, le syndicat national des conducteurs de mototaxi de Jakarta, affilié à la synthèse du Sénégal, exige la prolongation du délai initial prévu le 13 mars 2025, l'installation d'un comité d'enrôlement permanent dans tous les départements du Sénégal, la révision totale de l'arrêté Morngom pour l'adapter au nouveau contexte. Par ailleurs, nous avons noté que la rencontre de la semaine passée avec le directeur général du transport n'a abouti à rien et nous sollicitons une audience avec le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, pour lui faire part de nos propositions allant dans le sens de moderniser ce secteur. Ils sont considérés comme les as de la récupération et du recyclage de la ferraille. À Rebeuss, les commerçants du fer vivent pourtant des moments difficiles du fait des conditions précaires de travail. Ils sont le plus souvent exposés à des risques sanitaires, mais aussi judiciaires du fait qu'ils peuvent être accusés de recel de la marchandise lorsqu'elle est volée. Le reportage d'Ismaël Mbaye Babakarka. Dans cette ambiance du Sénégal au XIXe siècle, non loin des immeubles du centre-ville, le marché de la ferraille. Au cœur de ce quartier de Rebeuss, les ferrailleurs croisent le fer tous les jours. Il a une odeur et c'est très chaud, particulièrement en période de chaleur. Quand on est en contact avec la chaleur, on commence à suer. Donc tout travailleur dans ce domaine doit se rendre à l'hôpital régulièrement pour voir sa santé.
Là où nous sommes actuellement, les eaux y stagnent. Il y a aussi le mélange avec les eaux usées et souvent des gens y sont blessés, mais aussi on rencontre des difficultés avec la poussière. Au-delà des problèmes sanitaires, ces travailleurs informels vivent des moments difficiles, dus parfois au changement de gouvernement. Nous sommes pratiquement tous des jeunes. On s'active bien dans le travail. Nous venons très tôt pour travailler dignement afin de trouver de quoi nourrir nos familles. Et c'est dans cet esprit que nous allons continuer. Beaucoup de gens passent leur journée dans les grandes places parce que la plupart des travaux sont en arrêt, les chantiers ne marchent plus et cela est lié à l'avènement du nouveau système et cela a véritablement affecté la population. À cela s'ajoutent les tracasseries accentuées par les aléas du marché noir de la ferraille. Parfois, des gens nous vendent des matériels qui ont été volés et souvent on se retrouve avec des conséquences très difficiles. Alors que la plupart, nous ne sommes pas du tout liés avec le problème. Quand on se retrouve avec du matériel volé, souvent le propriétaire nous taxe un prix supérieur au matériel vendu. Cela nous arrive très souvent. Les taxes à l'importation et les mesures préventives, autre problème souligné par les acteurs. Ils interpellent le gouvernement. On entend beaucoup de choses sur l'État. On veut qu'il nous facilite le travail pour qu'on puisse gagner nos vies tranquillement. Nos conditions de travail soient plus améliorées. Et la plupart des fers sont importés. Donc l'État doit aider les commerçants, mais aussi laisser les autres qui ont déjà commencé de continuer leur chantier. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'osent pas investir. Face à ces nombreux obstacles, l'espoir est toujours de mise. Les travailleurs de l'informel attendent toujours la main de l'État pour décanter la situation à Rebeuss. À présent, l'actualité internationale, elle nous mène en République démocratique du Congo où les rebelles du M23 continuent d'avancer dans la province de Goma. En Haïti, les gangs continuent de faire la loi. 80% de la capitale reste encore aux mains de ces réseaux criminels. On fait le point avec Aminata Traoré-Fall. Bonsoir. L'actualité internationale que nous démarrons en RDC Congo. Le M23 continue de contrôler plusieurs parties de la ville, alimentant les tensions dans une région riche en ressources minières. Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Diarek, a fait le point de la situation. Les exactions des rebelles du M23 ont plongé la ville dans un chaos sécuritaire. Les morgues débordent et les camps de déplacés se vident de leurs occupants. La saison de pluie fait craindre le pire selon l'ONU. L'annonce faite lundi par le M23 fait suite aux appels en faveur de la mise en place d'un couloir sécurisé pour permettre l'acheminement de l'aide. Et puis en Haïti, cette semaine, des personnes lourdement armées ont attaqué Kinskov, un faubourg de la capitale Port-au-Prince, jusque-là épargné par la criminalité. La police a demandé de l'aide pour repousser l'assaut qui a fait au moins 40 morts. Les victimes incluent des pasteurs, des enseignants et des enfants, bien que le bilan soit probablement plus élevé. Les autorités n'ayant pas encore pu accéder à certaines parties du quartier qui abrite de nombreux politiciens et chefs d'entreprise. Beaucoup des victimes sont des travailleurs issus de la classe populaire. Les gangs contrôlent déjà 85% du Port-au-Prince. Aux États-Unis, pour terminer, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID a fermé son siège à Washington après qu'Elon Musk a affirmé que Donald Trump soutenait la suspension de l'agence.
Lundi matin, les employés ont reçu l'ordre de ne pas se rendre au siège. 600 d'entre eux ont été verrouillés hors des systèmes informatiques pendant la nuit. Ceux encore connectés ont reçu un email annonçant la fermeture des bureaux le 3 février. Les parlementaires démocratiques dénoncent une décision illégale, affirmant que Trump ne peut pas fermer l'USAID sans l'accord du Congrès. C'en est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci de l'avoir suivi. Aminata Traoré-Fall pour l'actualité internationale. Voilà qui m'a fait aussi à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur nos antennes.